Au sommaire de cette édition, démarrage aujourd'hui des réorientations pour les classes de 6e et de seconde. Sont concernés les parents d'élèves non satisfaits de la première orientation. Elle a été publiée il y a 2 semaines. Pas de taxi-compteur dans les rues d'Abidjan ce lundi, malgré la suspension du mot d'ordre de grève par différents syndicats. La cause, la concurrence déloyale livrée aux taxis par les véhicules banalisés. Et puis au Cameroun, des dizaines d'églises pentecôtistes fermées pour absence d'existence légale, activité contraire à la loi et aux bonnes mœurs. Pour les autorités, il s'agit d'une opération d'assainissement. Bonsoir à vous, bienvenue dans le 23h sur RTI 1. Les réclamations ont démarré aujourd'hui pour les réorientations en classe de 6e et de seconde. Les parents d'élèves non satisfaits de la première orientation publiée il y a 2 semaines sont nombreux. La plupart jugent le lieu d'orientation de leur enfant trop éloigné du domicile familial ou même de la ville d'habitation. Kadi Soumaro, Francis Boifo. Longue file d'attente des parents d'élèves devant l'administration du lycée classique d'Abidjan. Ces parents d'élèves se plaignent de la procédure d'orientation des élèves en seconde et 6e. On a demandé le lycée Mami Fetteh, qui est son établissement d'origine. Mais malheureusement, le lycée classique que nous n'avons pas demandé, même si c'est un lycée d'excellence que nous n'avons pas demandé, elle a été affectée ici malheureusement. Elle a été orientée à Koussou, Koulemore Koussou, de Yamsoukro. Les parents sont à Abidjan. Et j'ai ma soeur qui est éducatrice au lycée moderne d'Angré. Elle aimerait que cet enfant vienne auprès d'elle pour que l'éducation soit fiable. Pour cet enseignant, les parents et tuteurs des apprenants gagneraient à jouer pleinement leur rôle d'éducateur. Du moins, à prendre leurs responsabilités en aidant les élèves à faire des choix. Il y a des parents, une fois l'enfant inscrit, ils ne viennent plus à l'école. Alors qu'à l'école, il y a des inspecteurs d'orientation. Ceux-là sont habilités à renseigner les parents, à renseigner les enfants. Les parents ne viennent pas. Et puis très souvent, les enfants aussi, ils ne veulent plus être à côté de leurs parents. Parce que là, l'argent de poche n'est pas assez. Alors ils veulent aller loin. Alors l'enfant se retrouve, il est à Bobo, et puis il dit je vais aller à Benjerville. Il remplit la fiche d'orientation. Normalement, cette fiche devait être signée par les parents. Il ne la fait pas signer par un parent. Il voit un individu quelconque dans la rue, il faut signer. C'est pas grave. Et les parents ne sont pas au courant. Pour que la rentrée scolaire se déroule normalement le 16 septembre prochain, des services de réorientation sont ouverts dans les établissements. On a demandé le collège moderne de Cocody depuis le début. Et on l'a envoyé jusqu'à Touba. On demande qu'elle soit réaffectée sur Abidjan. Comme cette dame, ils sont nombreux les parents d'élèves qui gardent espoir. Espoir de trouver un établissement à leur convenance. Mais l'on se demande si le choix des parents est le seul critère d'orientation d'un élève en seconde ou en 6e. Des sanctions prévues pour les professeurs de collèges et lycées qui ne respecteraient pas le volume horaire des cours. À 2 semaines de la rentrée scolaire 2013-2014, le ministère de l'Éducation nationale met d'ores et déjà en garde ces professeurs absents ou retardataires. Le reportage de Patricia Omouetia. Professeur de lycée, 18 heures de cours. Professeur de collège, 21 heures de cours. Le non-respect de l'application de ces instructions engagera la responsabilité du supérieur hiérarchique. À tous nos gestionnaires, DREN, DEDEN, chefs d'établissement, IEP, il est impératif de rappeler que chaque enseignant doit être lié à une classe. Au niveau du secondaire, obligation vous est faite de procéder à une bonne répartition des volumes horaires, des missions de supervision et de contrôle. Sillonneront les établissements scolaires pour vérifier l'application effective de ces mesures. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique s'attelle à réduire les disparités en personnel enseignant et d'encadrement sur l'ensemble du territoire national. 140 instituteurs étaient là, assis chez eux. Pendant ce temps, des élèves n'avaient pas d'instituteurs devant eux. Il y avait au moins 70 pour l'IEP1 et puis les 80 autres, pratiquement 70 autres pour l'IEP2 de Gagnoire. On ne peut pas payer des gens à ne rien faire. Si jamais nous constatons cela dans une région donnée,
dans un établissement donné, en tout cas, nous prendrons les sanctions qui conviennent. Quelques dates importantes du programme scolaire. Les inscriptions au préscolaire sont prévues du 2 au 7 septembre 2013. La diffusion du calendrier général 2013-2014 et la réunion solennelle de la rentrée est fixée au 12 septembre 2013. Et le 16 septembre, le lancement synchronisé de la distribution des kits et manuels scolaires. La rentrée scolaire 2013-2014 est fixée au 16 septembre prochain. Impossible d'avoir un taxi-compteur dans les rues d'Abidjan ce lundi. La cause, ils sont en grève pour dénoncer la concurrence déloyale que les véhicules banalisés leur livrent au quotidien. Le reportage de Kadi Soumaoro est commenté par Francis Boifo. Cocody Saint-Jean ce lundi matin. Le mot d'ordre lancé par certains syndicats de transporteurs appelant à l'annulation de la grève des taxi-compteurs est partiellement suivi. Hier, je n'ai pas regardé la télé, mais on m'a dit que c'est les chefs syndicats qui ont parlé. Ce matin, on dit non, il y a la grève puisque ce n'est pas les chefs syndicats qu'on connaît qui ont parlé hier. Bon, quand c'est comme ça, vous savez, c'est comme on se cache pour voulez. Mais ils ont décrété la grève. La grève n'a pas été respectée. Il y a certaines personnes qui sont en train de rouler. Ils savent qu'il y a la rentrée qui approche. Ils vont scolariser les enfants. Donc pourquoi garer les voitures? Je pense que leur combat où ils doivent mener là, c'est contre la MATCA. C'est la MATCA qui doit revoir l'assurance à la baisse. Du côté des deux plateaux, toujours dans la commune de Cocody, aucun taxi-compteur n'était visible. Seulement il y a des individus, on ne sait pas, un peu bizarre l'action dans les taxis qui essaient de voir si les différentes lignes qui sont descendues au niveau d'Agbanla. Sinon pour le moment ici il n'y a pas eu de casse. Comme d'habitude, ils viennent, ils font 2-3 tours et puis bon, ils s'en vont garer et même ils disent que c'est nous qui les faisons garer. Pourtant, on n'a pas affaire à eux. Ils sont descendus comme ça. Non, matin, ça roulait. Mais maintenant, ça nous surprend dans la circulation, on ne voit pas de compteur. Les taxis communaux nous arrangent même plus que les taxis compteurs. Aujourd'hui, quand moi, je quitte Angers pour venir à Cocody, je paye 350 fois en taxi communal, mais si je prends un taxi compteur, c'est 1500 au moins. Alors, le mot d'ordre de grève devenant récurrent dans le secteur des taxis-compteurs, certains usagers appellent le gouvernement à se pencher très sérieusement sur la question. Améliorer la gestion administrative, financière et technique des communes, c'est à cela que les élus municipaux sont formés. Objectif, satisfaire les besoins des populations. Mamadou Kouassi. Nombreuses sont les attentes des populations vis-à-vis de leurs élus municipaux, nouveaux pour la plupart. Ces attentes sont de plusieurs ordres, allant de la santé à l'éducation, en passant par l'insertion des jeunes. Pour satisfaire ces besoins, il faudrait que ces élus municipaux disposent de rudiments nécessaires. Et l'État les accompagne en leur donnant des outils pour mieux gérer leur commune. Le président de la République a, dans son programme de gouvernement, inscrit la décentralisation au nombre des priorités dont la mise en œuvre effective devrait promouvoir efficacement le développement local et contribuer ainsi à l'amélioration des conditions de vie de nos braves populations. Au cours de cette rencontre, les maires et leurs adjoints vont se familiariser aux procédures techniques et financières, notamment les règles d'élaboration du budget communal, la planification triennale et la passation du marché public. À cela s'ajoutent des procédures administratives. Il y a lieu de ne pas confondre le personnel des collectivités territoriales à celui d'une entreprise privée, justement. Le maire qui arrive, si le cadre organique le permet, il peut procéder à des recrutements. Le recrutement également, comme le licenciement, obéit à des procédures, obéit à des tests qui existent bel et bien. Une initiative saluée par les maires. Si nous serons plus outillés à prendre nos communes en main, à gérer vraiment nos localités, dans le respect strict vraiment des lois qui régissent notre pays. Échanger, faire apparaître surtout tout ce qui apparaîtra comme des éléments de blocage pour le fonctionnement normal de cette institution. Il y a de nouveaux tests qui sont sortis dont nous n'avons pas connaissance. Nous allons donc actualiser ces connaissances-là. Et puis vous savez qu'au plan financier, le recouvrement est un problème d'actualité pour toutes les municipalités. Et je pense que nous userons de techniques qu'on va nous apprendre pour améliorer nos recettes. La présente rencontre est l'initiative de la Direction générale de la décentralisation et du développement local, appuyée par l'USAID, une structure américaine. Cette formation qui réunit 253 participants intervient après celle de février 2013, portant sur la passation des charges du maire.
Les albinos veulent vivre dans la paix et dans la sérénité. À Bouaké, ils ont initié une caravane pour informer et sensibiliser afin de ne plus être victimes de marginalisation. Soro Corona, Kwadjo Kwame. Selon les chiffres d'un recensement effectué en 2010, la Côte d'Ivoire compte 4000 albinos. Ces personnes sont confrontées à de nombreuses difficultés pour leur intégration sociale et victimes de toutes sortes de stigmatisations. Abandonnés par les parents, enlèvement pour des sacrifices humains, accès difficile aux centres de santé pour leurs problèmes de dermatologie et d'ophtalmologie. De nombreux albinos, malgré leur connaissance, sont toujours à la recherche de leur premier emploi. Pour lutter contre cette discrimination, l'ONG Bien-être des albinos de Côte d'Ivoire, Bedassi, a initié une caravane de sensibilisation sur l'albinisme sur l'étendue du territoire national. Et au niveau de la santé, nous avons constaté beaucoup avec amertume le problème du cancer de la peau. Donc c'est pour cette raison que nous avons décidé de mener un combat. Avec ce film, la stigmatisation de la marginalisation a diminué de 60%. Donc beaucoup a été fait et encore beaucoup reste à faire. Cette organisation a marqué un arrêt à Bouaké pour la 4e étape au centre culturel de Bouaké à travers une projection de film. L'ONG Bien-être des albinos de Côte d'Ivoire a exhorté la population du centre du pays à changer de comportement à leur endroit. Débutée le 17 août dernier à Toumoudi, cette caravane de sensibilisation sur l'albinisme prendra fin le 6 septembre prochain à Abidjan. Un réseau de coupeurs de route et de voleurs de motos démantelé à Soubré. C'est un coup de filet de la gendarmerie locale dans le cadre de son opération de sécurisation de la ville. Mamadou Kouassi pour le reportage. Depuis quelques semaines, le vol d'engins à 2 roues a pris une proportion inquiétante à Soubré et dans toute la région de la Nawa. Pour mettre fin à ce phénomène, les autorités militaires mènent une opération de sécurisation afin de traquer les voleurs de motos et les coupeurs de route. 2 semaines après le lancement, l'opération porte déjà ses fruits. Un réseau de voleurs d'engins à 2 roues est démantelé, ainsi que l'arrestation de coupeurs de route. Le réseau de voleurs de motos est dirigé par Diabaté Koma, âgé de 36 ans. Kouké Pierre, quant à lui, est coupeur de route. Selon la gendarmerie, il a été appréhendé lors du partage du butin, pendant que ses 2 amis prenaient la fuite. L'adjudant-chef Konanda Bernard, commandant de la brigade de gendarmerie de Soubré, invite la population à la collaboration en dénonçant toute présence suspecte dans les villages et sur les pistes. Nouvelle étape dans les activités de la CDVR. La commission Dialogue, Vérité et Réconciliation est à sa 2e grande activité. Il s'agit des consultations nationales qualitatives. Des explications avec Hugues Weblé. La phase qualitative des consultations nationales va durer environ 4 semaines. Franck Okwassisran, le porte-parole de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, rappelle son enjeu majeur est la prise en compte de leur avis dans la conduite du processus de réconciliation nationale. L'opération est effective depuis le mercredi 21 août 2013. Elle se décline en 4 types distincts de rencontres verbales qui sont individuelles et groupales, à savoir les entretiens individuels, c'est une forme d'interview. Les ateliers thématiques sont des ateliers organisés sous forme de journées de réflexion qui réunissent 8 à 10 participants. En 3e lieu, les focus group, ce sont des discussions de groupes de 6 à 12 participants issus d'entités homogènes. Et enfin, en 4e lieu, les rencontres communautaires de 30 à 45 personnes issues de groupes homogènes. Les entretiens individuels et les ateliers thématiques sont exécutés par le président de la CDVR et ses commissaires, tandis que les 2 autres, à savoir les focus group et les rencontres communautaires, sont confiés aux bons soins des commissions locales et des plateformes de la société civile. Déjà en action, les 13 commissions locales et plateformes de la société civile couvrent les districts d'Abidjan, Abengourou, Alzopé, Bouaké, Korogo, Divo, Diokwe et Guiglo. D'autres entreront en action dès la semaine prochaine, annonce la commission Dialogue, Vérité, Réconciliation. La Fondation Espoir du PDCI a fait sa rentrée politique. Les responsables affirment apporter leur soutien à la candidature de Henri Konan Bédié à la présidence du parti. Hugues Weblé. La rentrée politique de la Fondation Espoir du PDCI intervient à moins de 2 mois du congrès du parti.
Elle est l'occasion pour le premier responsable de la fondation de marquer son engagement aux côtés du président du parti, candidat déclaré à ce poste au congrès à venir. Zié Daouda Koulibaly souligne que les actions du président du PDCI RDA, Henri Konan Bédié, ont permis la stabilité de la Côte d'Ivoire et l'expression de la démocratie dans le pays. Tout en respectant toutes les sensibilités au sein de notre parti, nous gardons le secret espoir que la sagesse va habiter tous les états-majors afin que le dialogue triomphe. Le président Henri Konan Bédié est aujourd'hui le garant de l'unité nationale. Il doit être le garant de l'unité du PDCI RDA. Le président Bédié sera plébiscité. Sur les soubresauts actuels au sein du PDCI RDA, le président de la Fondation Espoir invite les militants, ceux de la Fondation notamment, à faire en sorte que le parti traverse la période du concret dans l'union des cœurs et dans la tolérance des différences. La Fondation Espoir du PDCI RDA, qui prône un climat politique apaisé, souligne s'agissant du RHDP qu'il est important de sauver l'essentiel. Zié Daouda Koulibaly rappelle que ce qui unit les différents partis politiques membres du rassemblement est plus fort que ce qui les divise. Des armes chimiques ont bel et bien été utilisées contre les populations en Syrie. C'est la position des puissances occidentales avant même la fin de l'enquête de l'ONU. Reportage. Fort d'un feu vert du régime syrien obtenu sous la pression de Washington et des Nations Unies, les inspecteurs de l'ONU ont quitté lundi matin leur hôtel à Damas pour se rendre dans la banlieue et entamer leur enquête sur l'attaque au gaz chimique qui a fait plus de 1000 morts selon l'opposition. En chemin pour la Ghouta orientale, ils ont été pris sous le feu de tireurs embusqués qui les ont contraints à faire demi-tour pour changer de véhicule. La télévision officielle a aussitôt accusé la rébellion de vouloir saboter une mission d'ores et déjà qualifiée de trop tardive par les puissances occidentales. Après une série de contacts entre Washington, Londres et Paris, ces dernières ont même confirmé la responsabilité du régime dans l'attaque chimique et annoncé une réponse dans les prochains jours. Il y a un massacre chimique qui est établi, il y a la responsabilité de M. Bachar el-Assad, il faut une réaction, nous en sommes là. Oui, c'est-à-dire que ça ne restera pas sans réponse adaptée, proportionnée. Exact. Oui. Proportionnée à des massacres, ça veut dire qu'il va se passer quelque chose. Exact. Sur les ondes de la BBC, le chef de la diplomatie britannique a même précisé pour sa part que quelle que soit l'action menée, elle se ferait dans le cadre des lois internationales. Est-il possible de répondre aux armes chimiques sans une totale unité du Conseil de sécurité de l'ONU? Je répondrai que oui. Sinon, il serait impossible de répondre à de telles atrocités, à de tels crimes. Alors que la Turquie, l'Australie et l'Allemagne se sont ralliés à une telle perspective, le président syrien a réagi dans la presse de son grand allié russe. Il a jugé insensé les accusations occidentales et prévenu que toute intervention militaire contre son régime serait vouée à l'échec. Des images du monde en bref et la première destination, c'est la Chine pour parler de justice. C'est sur un réquisitoire laissant augurer une peine sévère que le procès du dirigeant déchu Boxilai s'est achevé lundi. Les infractions imputées à Boxilai, corruption, détournement de fonds publics et abus de pouvoir, sont extrêmement graves, a déclaré le procureur. Le jugement a été mis en délibéré à une date non précisée. Selon les experts, l'ex-haut responsable encourt la peine capitale. Ce procès, qui a mis en lumière la corruption et le train de vie fastueux des cadres du régime communiste, a tenu en haleine la Chine pendant 5 jours. Nouvelle vague d'attentats en Irak. 48 personnes sont mortes et des dizaines d'autres blessées dimanche dans plusieurs attaques qui ont frappé la région de Bagdad et des villes du nord du pays. Ces nouvelles attaques confirment un niveau de violence jamais égalé depuis 2008. Plus de 3600 personnes ont ainsi été tuées depuis le début de l'année. À l'origine de cette recrudescence, le ressentiment grandissant de la minorité sunnite envers la communauté chiite. Regain de tension entre Israéliens et Palestiniens. 3 Palestiniens sont morts lundi et une vingtaine d'autres blessés à la suite d'affrontements dans le camp de réfugiés de Kalandia près de Jérusalem. Selon l'État hébreu, les heurts se sont produits après l'arrivée dans le camp de gardes-frontières israéliens venus arrêter un Palestinien. La présidence palestinienne a immédiatement réagi, accusant Israël de vouloir détruire le processus de paix.
Les Philippins ont répondu en masse à l'appel des réseaux sociaux. Des dizaines de milliers de manifestants se sont rassemblés lundi à Manille, la capitale de l'archipel, mais aussi dans plusieurs villes de province, pour protester contre les scandales de corruption dans lesquels trempent leurs dirigeants politiques. C'est l'une des plus importantes manifestations depuis l'arrivée au pouvoir de Benigno Aquino, qui avait axé sa campagne sur la lutte contre la corruption. Un président dont la popularité reste élevée, contrairement à celle de la classe politique. Retour sur le continent, le torchon brûle à nouveau entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Kinshasa et Kigali se renvoient les responsabilités quant aux tensions dans l'Est. Le gouvernement congolais invite les Nations Unies et la Cour pénale internationale à intervenir. La paisible campagne rwandaise a perdu de sa quiétude. Vendredi, en début d'après-midi, le district de Rubavu, frontalier avec la République démocratique du Congo, a été la cible de tirs de roquettes. Vers 13h, j'étais en train de nourrir les vaches lorsque soudain, une bombe en provenance du Congo est tombée juste à côté de moi. Pas de blessés parmi les habitants, ni du côté du troupeau. Mais l'inquiétude s'accroît alors que le conflit a repris entre l'armée congolaise et la rébellion du M23. Pour Kigali, la cause est entendue, la RDC est responsable des tirs. Nous demandons à la RDC d'arrêter ces actes insensés de provocation et de se consacrer à l'initiative de paix qui réunit les pays de la région et la section paix et sécurité des Nations Unies. À Kinshasa, l'ennemi est là aussi tout désigné. Le Rwanda et son président Paul Kagame sont accusés d'instrumentaliser la rébellion du M23. Toute la presse dénonce les bombardements de la semaine dernière qui ont fait 3 morts et une dizaine de blessés. 11 obus sont tombés en 2 temps dans différents quartiers de la ville de Goma. Une chose semble certaine, selon les premières indications fournies par nos experts. Le plus grand nombre de tirs à la roquette provenaient du territoire de la République du Rwanda. Les civils ayant été ciblés par cette attaque, le gouvernement congolais dénonce un crime de guerre et interpelle les Nations Unies. Mais dès ce week-end, la population de Goma, excédée, s'en est prise aux casques bleus chargés de les protéger contre le M23. 2 manifestants ont été tués lors de ces affrontements. Il ne fait pas bon vivre en Égypte pour les touristes en ce moment. Ils sont de moins en moins nombreux à choisir cette destination. Les images. Le souk de Sharm el-Sheikh est étrangement calme. Rares sont les touristes qui s'aventurent encore dans ces échoppes autrefois bondées. D'ici 4 ou 5 jours, je vais devoir mettre la clé sous la porte. Pas de touristes, ça veut dire pas de chiffre d'affaires. Au bord de la mer Rouge, les hôtels sont quasiment vides. En effet, après les violences de ces dernières semaines, les tours opérateurs ont rayé l'Égypte de la liste de leurs destinations. Et les chancelleries occidentales ont mis en garde leurs ressortissants. Un nouveau coup dur pour un secteur touristique qui se remettait à peine de la révolution de 2011. On ne pourra pas tenir plus d'1 mois comme ça. Si ça continue, il va falloir réduire notre effectif. C'est grave. C'est très grave. Et c'est tout le pays qui souffre de cette crise. Eux sont venus malgré tout, sous le soleil et pas vraiment inquiets. La télé ne marche pas dans notre chambre. On n'a aucune idée de ce qui se passe. J'ai essayé d'acheter un journal et de regarder sur Internet. Avec le tourisme, c'est toute l'économie égyptienne qui est touchée. À lui seul, le secteur représente 11% du PIB. Et puis, le pouvoir égyptien a écourté de 2 heures le couvre-feu nocturne 10 jours après l'avoir instauré. Il commence désormais à 21 h heure locale et 19 h GMT et prend fin à 6 h à l'exception du vendredi, généralement jour de manifestation. Plusieurs dizaines d'églises pentecôtistes fermées au Cameroun. Le gouvernement dénonce l'absence d'existence légale, la pratique d'activités contraires à la loi et aux bonnes mœurs. Il serait question d'une opération d'assainissement. Reportage. Les scellés empêchent l'accès à cette église du Réveil de Douala. Les autorités ont mis leurs menaces à exécution. Elles ont fermé plusieurs dizaines de lieux de culte évangélistes au Cameroun. Une opération d'assainissement ordonnée par le président en personne
pour contrer des pratiques jugées illégales. Devant la porte close, les fidèles semblent totalement déboussolés. Point de vue santé, ça n'allait pas du tout. Depuis que le prophète a commencé à prier pour moi, je me sens déjà bien. Donc je ne sais pas où aller d'autre et je ne veux même pas aller ailleurs. Nous sommes très déçus parce que nous ne comprenons pas pourquoi un ministère comme celui-ci, qui est en train d'aider tous les Camerounais, soit fermé. Le pasteur, lui, se dit très serein, affirmant que son église baptiste ne pose aucun problème. Il admet juste un petit souci d'autorisation pour légaliser son culte. On n'a pas encore véritablement fourni ou présenté ces documents aux autorités, mais ces documents seront présentés et je pense que ce malentendu sera clarifié. Voici une vidéo tournée par les fidèles de cette église. On y voit une jeune femme présentée comme aveugle car elle serait envoûtée. Le pasteur opère alors une cérémonie de délivrance. Les croyants crient au miracle. Guérison ou manipulation mentale, les autorités ont tranché. Elles accusent certaines églises d'escroquerie, nuisances sonores et enlèvement de femmes mariées. Patsa chez nous rétorque les églises pentecôtistes classiques qui saluent le ménage fait dans les églises du réveil, leurs concurrents directs. Les églises réveillées, je ne sais pas s'il y a des églises endormies, mais celles qui se disent réveillées, bon, si elles sont réveillées, qu'elles fassent donc moins de bruit. Elles n'auront pas de problème avec l'administration ni avec les autres. Amer, ce pasteur a vu les rangs de ses fidèles se vider peu à peu ces dernières années au profit des églises du réveil. Des lieux de plus en plus prisés des populations, attirés par les miracles qu'on leur promet là-bas. Terminons avec du sport. L'Afrobasket 2013 d'Abidjan, la Côte d'Ivoire, le Maroc et le Cameroun sont qualifiés pour les quarts de finale. Les huitièmes de finale se sont joués cet après-midi. Anne-Marie Nguesson nous conduit au cœur de ces rencontres. Après un début de rencontre presque chaotique face à des Burkinabés volontaires, les éléphants de Côte d'Ivoire se sont remis dans le jeu pour remporter le premier quart-temps 19-15. Plus concentrés et plus appliqués, ils vont creuser l'écart au deuxième quart-temps, 45-28. Les Ivoiriens continuent sur leur lancée au troisième et quatrième quart-temps face à des étalons démotivés. Konaté Stéphane, Eddy Guy et Solo Diabaté se libèrent et engrangent des points. Score final 100-60. La Côte d'Ivoire se qualifie pour les quarts de finale et aura pour adversaire le Cameroun. Dans un duel maghrébin âprement disputé, le Maroc a pu prendre le dessus face à l'Algérie et s'est qualifié pour les quarts de finale de l'Afrobasket 2013. Avant d'en arriver là, Marocains et Algériens se sont livrés à de beaux duels sous la raquette, se maintenant au coude à coude et se neutralisant plusieurs fois. 10-10, 44-44, 55-55 et 61-61. Les deux premiers quart-temps sont remportés par le Maroc, 14-12 et 31-26, et le troisième par l'Algérie, 50-49. Au coup de sifflet final, les deux équipes sont à égalité, 72-72. On a donc recours à la prolongation pour les départager. Et après avoir compté 7 points de retard à moins de 2 minutes de la fin, le Maroc s'est arraché pour obtenir l'égalisation et sceller le sort de la rencontre 86-81. Grâce notamment à Mustapha Kalfi, 24 points, 6 rebonds et 100% des réussites au lancer franc. Le Maroc devient ainsi le premier pays qualifié pour les quarts de finale de l'Afrobasket 2013. Les Lions de l'Atlas affronteront le vainqueur d'Angola-Mali pour une place en quart. Le Cameroun, pour sa part, a pris tranquillement son billet pour ses quarts de finale en dominant le Mozambique 75-42. Plus adroit au tir et à la passe, dominateur au rebond, les Lions indomptables ont également asphyxié les Mozambicains en défense. Et c'est la fin de ce 23h. À demain, 6h30 pour d'autres informations sur RTI 1. Bonsoir.